3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Maintenant, vous connaissez, ce jour-là, la plupart du temps, je dis pas toujours mais régulièrement, est destiné au résumé des lives du lundi que je fais sur Twitch. Ceux qui ne kiffent pas trop, rassurez-vous, les vidéos du samedi, elles restent telles quelles, comme d'habitude. En tout cas, moi ce lundi là, j'ai vraiment kiffé, car après avoir abordé de long en large les finales NBA, fallait être là si vous vouliez participer, on a parlé des Français en NBA. Les anciens, les actuels, c'était trop bien. Voilà pourquoi, encore une fois, on part sur un best-of en mode Crystal Ball. Car ouais, mine de rien, depuis la draft de Tariq Abdul-Wahad, qui a été le premier tricolore à enfiler un maillot de la Grande Ligue, 34 autres ont suivi ses pas. Ça commence à faire quand même, rien que sur la saison qui est en train de se terminer, par exemple, on en a eu 12, c'est ouf. La France est tout simplement l'un des pays qui, dans l'histoire, a été les plus représentés dans la NBA, et pour ça on peut être fier. Bref, lundi, avec la commu, on a décidé de classer tous ces Français, les anciens, mais aussi les actuels, en utilisant le système de tir, ce que vous commencez à connaître désormais. Ça donne un résultat plutôt cool je trouve, puis en vrai c'est juste magnifique de faire ça en live, ça me permet d'avoir vos retours, de débattre avec vous et que vous me fassiez potentiellement changer d'avis, j'adore. Alors voilà, si vous voulez participer, vous aussi, la prochaine fois il n'y a qu'une seule chose à faire. Et oui, venez avec nous sur Twitch pour kiffer, l'ambiance est super chill, et puis comme disent certains, plus on est de fous, plus on rit, non? Ok, Boomer. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti. À quel niveau se situent les Français actuels dans l'histoire des joueurs FR en NBA? Dans toute l'histoire, il y a eu 35 Français en NBA, tous ces Français, vous pouvez les voir en bas. Je les ai listés par ordre alphabétique. Comme vous le voyez, j'ai encore préparé 5 tiers, donc on a vraiment du taf. Et le but du jeu, ça va être d'essayer d'évaluer tous ces Français qui sont passés en NBA en fonction des tiers donc que j'ai mis. Le tier 1 c'est l'élite, le tier 2 c'est plutôt cool, le tier 3 c'est bien, le tier 4 c'est pas ouf, et le tier 5 c'est compliqué. Donc moi je vais vous résumer un petit peu les carrières de chacun. On s'intéresse vraiment qu'au terrain et que la carrière NBA sera prise en compte. Alors, on commence par Tariq Abdul-Wahad. Tariq Abdul-Wahad qui a été un 11e choix de draft quand même, donc le premier français à enfiler un maillot NBA, qui a fait 236 matchs en carrière, 135 en tant que titulaire et 13 matchs de playoff. Et il a été en NBA entre 1997 et 2003. Il est passé par les Kings, par le Magic, par les Nuggets et par les Mavericks. Il a fait un bon passage à Orlando, même s'il a été court, où il a tourné à plus de 12 points par match. Maintenant, ce qu'on pouvait retenir dans son jeu, c'est que de manière générale, il manquait pas mal d'adresse, mais c'était quand même un gros défenseur extérieur, qui était athlétique, qui était physique, qui se déplaçait bien, qui avait une bonne envergure. Malheureusement, il a eu une fin de carrière compliquée, parce qu'avec ce qu'il avait montré, il était quand même assez prometteur, mais Denver lui a signé un énorme contrat sur 7 ans. Il est devenu, à son époque, le sportif français le mieux payé de l'histoire, donc maintenant il a été largement dépassé, mais à l'époque il a signé un contrat énorme sur 7 ans, et il a été transféré à Dallas. Et là ça a été très compliqué à Dallas, parce qu'il s'est blessé au genou, il a joué que 18 matchs en 2 ans, il cirait le banc. Mark Cuban était fou de payer un joueur si cher qui ne pouvait pas jouer, et sachant qu'il avait un très long contrat, je le répète, hein, il avait signé pendant 7 ans. Il a été un petit peu d'ailleurs à l'origine, Tariq Abdul-Wahad, du fait que les contrats de 7 ans maintenant n'existent plus, on a raccourci la durée maximum des contrats, et lui, bah forcément, il a été beaucoup critiqué, Abdul-Wahad, notamment par les Américains, là c'est pas les Français cette fois-ci, mais notamment par les Américains, qu'un joueur comme ça soit payé si cher pour cirer le banc. Donc ça a un petit peu, je pense, avec les blessures, entraîné une fin de carrière à 28 ans. Maintenant, je trouve que mine de rien, c'était quand même un joueur qui a été précurseur, hein, le premier français en NBA. Il a montré bonne chose, son contrat c'est pas de sa faute, on peut pas lui reprocher d'avoir accepté le plus gros contrat de l'histoire pour un français. J'hésitais entre le tier 3 et le tier 2, vraiment j'ai hésité entre ça. Moi je vais le dire tout de suite, je décide de le mettre au tier 2, avant de voir si vous me convainquez de l'inverse, parce que mine de rien, voilà, il a été précurseur, il a fait des bons passages à Orlando, il était athlétique, c'était un bon attaquant, un attaquant très correct, mais qui en tout cas défendait très bien, qui courait bien en transition, qui faisait tout plein de petites choses, et qui a été le premier, donc qui a ouvert la porte à tous les autres. Donc pour ça, moi, je trouve qu'il mérite un tier 2. Vous allez voir en fonction des autres, je trouve qu'il mérite mieux que ceux qui sont au tier 3, peut-être qu'il mérite moins que les autres qui sont au tier 2. Donc vraiment, il est entre les deux tiers. Je trouve qu'il avait une place pas facile à ouvrir la porte pour toute une génération de Français. Pour ce côté précurseur, j'ai fini par trancher le tier 2. Donc Alexis Ajinça, c'est un 20e choix de draft quand même, qui a joué en NBA longtemps, entre 2008 et 2018,
qui est passé par les Bobcats, par les Mavericks, par les Raptors, donc qui a changé beaucoup d'équipes en début de carrière, avant de se stabiliser un peu plus aux Pelicans. C'est là-bas d'ailleurs qu'il a fait ses meilleures saisons, autour de 6 points et 5 rebonds, je dirais. Au final, en carrière, il a fait une grosse carrière, 293 matchs joués, 76 en tant que titulaire, 3 matchs de playoff même joués. Donc il a même fait de grosses perfs, hein, avec un carry high à 28 points, un autre carry high à 15 rebonds. Malheureusement, malgré des jolis hauts, si je puis dire, il a jamais trouvé de régularité, parce que peut-être il avait ce côté un peu soft, où il allait pas trop se frotter au gros babard de la peinture. Il s'écartait pas mal, ce qui à l'époque était pas forcément aussi bien vu qu'aujourd'hui. On trouvait qu'il fuyait le contact. Donc à Ginsa, ouais, il lui manquait peut-être ce côté un peu guerrier, parce qu'il avait quand même une grande taille, hein, il faisait pas loin de 2,20 m. On en attendait plus de lui, et il aurait pu faire vraiment quelque chose. Maintenant, voilà, il a manqué cette régularité. Il a jamais confirmé ses très bonnes perfs sur la durée. Donc lui c'est pareil, j'hésitais entre le tier 3 et le tier 4. J'ai trouvé que sa carrière était pas ouf parce qu'on en attendait aussi bien plus. Donc forcément les attentes c'est pas non plus ce qu'on juge le plus. Mais le tier 4 pour Aginsa me paraît pas mal. Le prochain c'est Nicolas Batum. Nicolas Batum qui a été drafté en 25e choix, qui est en NBA depuis 2008, qui y est toujours, donc grosse carrière pour lui, qui est passé par les Blazers, par les Hornets, puis maintenant aux Clippers. Ça lui fait un total de 852 matchs, dont 752 titularisations et 58 matchs de playoff, donc une carrière assez riche, assez lourde. On l'oublie d'ailleurs, hein, parce qu'il était assez sous-coté, je pense, sur ses dernières saisons à Charlotte qui ont été compliquées, mais en 2017, il a fait une saison à 15 points, 6 rebonds, 6 passes, ou pas loin, donc c'est vraiment complet. Maintenant, il a été traité assez injustement par beaucoup de Français, notamment, même par pas mal de monde, même aux États-Unis, hein, je pense, parce qu'il touchait beaucoup trop pour quelqu'un qui ne jouait plus trop en fin de carrière à Charlotte. Et il était pas si loin finalement d'une situation à la Tariq Abdul-Wahad, parce que j'avais peur d'une fin de carrière comme ça. Maintenant, je trouve qu'il a peut-être, il a eu la chance de pas être blessé comme Tariq l'a été, et surtout d'avoir cette opportunité de rebondir aux Clippers, où il a montré que c'était un joueur intelligent, qui pouvait se muer en facilitateur, qui était polyvalent, qui était bon défenseur, qui est toujours assez athlétique, et surtout qui a un coéquipier modèle. Et c'est peut-être ce côté-là qu'Abdul-Wahad n'avait pas. Batum, il a le sens du sacrifice, il fait ce qu'il faut pour l'équipe, et même si on peut lui reprocher de jamais avoir été vraiment un scoreur hyper agressif, c'est un role player par excellence. Et donc voilà, je vais le mettre au tier 2, à côté de Tariq Abdul-Wahad, mais c'est vraiment le haut du panier du tier 2, hein, clairement, il faut le dire. Pour moi d'ailleurs, Batum est au-dessus de Abdul-Wahad. Abdul-Wahad, comme je le disais, il était entre le 2 et le 3. De toute façon, vous allez le voir, il y aura des disparités à chaque fois entre les joueurs dans les tiers. Mais Batum, ça me semble important de le mettre au tier 2. Passons donc à un de mes petits chouchous, Rodrigue Beaubois, drafté au 25e choix, qui a fait une petite carrière NBA entre 2009 et 2013, et qui a fait l'intégralité de sa carrière aux Mavericks. Au total, quand même, il a fait 182 matchs, dont 54 en tant que titulaire, il a même fait 6 matchs de playoff, et surtout, en fait, il avait fait une saison rookie assez énorme. Il avait fait une pointe lors de sa première saison à 40 points, donc il avait affolé les compteurs. Il avait beaucoup de hype, hein, en plus, parce qu'il était, je me rappelle, dans tout plein de top 10, notamment sur des passes de Jason Kidd. Je me rappelle d'un alley-oop qu'il avait fini sur une passe de Kidd qui était assez exceptionnelle. Donc vraiment, Beaubois, il suscitait beaucoup de hype dès son arrivée dans la ligue. Il était adoré du public. Je me rappelle du public de Dallas qui demandait à Carlisle de le faire rentrer sur le terrain quand il jouait un peu moins à la fin de sa saison rookie. Donc vraiment, c'était aussi le chouchou de tout le public. Il avait de grosses qualités de scoreur. Je me rappelle en playoff face aux Spurs, toujours dans cette saison rookie. Dans le garbage time, il avait mis 16 points. Alors je dis... peut-être en 15-20 minutes de jeu. C'était quelqu'un qui était vraiment capable de prendre feu en peu de temps de jeu, et je trouvais ça fort. Maintenant, il avait des failles défensives, peut-être qu'il y avait un peu de déchets dans son jeu, il manquait de régularité, et c'est pour ça aussi que Carlisle le faisait pas jouer, ou peu jouer en tout cas. Mais il avait vraiment ce côté attachant, apprécié du public. Maintenant, peut-être que le fait qu'il ait tant de hype, le fait qu'il ait mis 40 points, le fait qu'il soit tant dans les top 10 et le fait qu'il soit trop apprécié, ça lui a peut-être fait du mal. Parce que ça lui a mis une grosse pression et tout le monde s'est mis à attendre ça de lui à chaque match. Et il fallait pas oublier que c'était un rookie qui arrivait de France en plus, qui devait encore beaucoup apprendre. Et il a jamais vraiment eu l'occasion de confirmer. Et il a fait une deuxième saison moyenne. Il a fait une troisième saison un peu meilleure, avec 9 points par match, qui continuait à entretenir l'espoir. Il avait toujours ce rôle de remplaçant dynamiteur qui était intéressant. Mais malheureusement, à partir de sa saison sophomore, il a beaucoup enchaîné les blessures. À chaque fois qu'il recommençait à revenir un petit peu dans la rotation, à refaire un ou deux bons matchs,
match, ça l'interrompait, il fallait qu'il reparte à zéro, et au final, ça a été difficile pour lui de se faire une place à long terme. C'est pour ça que, après la saison 2012-2013, il a décidé de revenir en Europe. On retiendra quand même qu'il a été champion en 2011 avec l'équipe de Dallas, même si je crois qu'il n'a pas joué un seul match des playoffs. N'empêche qu'il fait partie de cette équipe championne, vu qu'il était dans l'effectif. Maintenant, moi, je le mets quand même dans le tier 3, parce que je trouve qu'il a fait quand même de belles choses dans ces 4 petites saisons. Il a eu un bon niveau. S'il n'y avait pas eu des blessures, il aurait pu viser plus haut. Mais pour moi, un tier 3, avec les grosses perfs qu'il a faites et son niveau offensif, ça me paraît bien. Parlons désormais de Nando De Colo, qui est tout simplement l'un des meilleurs joueurs européens, mais qui, en NBA, a pas eu la même réussite qu'en Europe et en Euroleague. Donc lui, c'est un 53e choix de draft, qui a été en NBA entre 2012 et 2014, qui a commencé aux Spurs, mais qui a fait sa toute dernière saison aux Raptors, pour un total de 119 matchs, seulement 9 titulaires, et seulement 6 de playoffs. Donc ça a été compliqué pour lui, comme je disais, il a fait que 2 petites saisons, il a jamais eu sa chance. Donc c'est un joueur qui était intelligent, c'est sûr, mais peut-être pas assez athlétique pour le jeu NBA. Pourtant, il a joué avec Pop, mais il a jamais réussi vraiment à convaincre les coachs de lui donner confiance. Il a toujours plu pourtant à ses entraîneurs, à ses équipes, mais je crois que Nando a pas eu la patience. Il avait déjà connu ce que c'était d'avoir un gros rôle en Europe, et jouer peu en NBA, c'était difficile pour lui. C'est aussi pour ça que lors de sa deuxième saison, au cours de sa deuxième saison, il a demandé son transfert vers Toronto, vers les Raptors. En tout cas, ce qui était bien, c'est qu'il était apprécié à San Antonio. Donc San Antonio lui a demandé son avis vers là où il voulait être transféré. À Toronto, il aurait pu avoir des opportunités. Ça a été un tout petit peu mieux, mais ça n'a pas été ouf. Les Raptors ont voulu prendre leur temps avec lui, et Nando, je pense qu'il n'a pas eu cette patience, encore une fois, parce qu'ils auraient aimé le garder, les Raptors, mais De Colo a préféré revenir en Europe pour avoir des responsabilités, et on le comprend, vu comment il a assuré, il gagne tout en Europe, c'est l'un des joueurs les mieux payés d'Euroleague. A priori, il n'est pas fermé, il n'a pas totalement fermé la porte à un retour NBA, par contre, il veut des garanties, et je le comprends, il veut du temps de jeu, et un salaire qui sera au moins l'équivalent de l'Euroleague. Je me dis peut-être que là, la porte s'est refermée, que ce sera peut-être un peu trop tard, et c'est dommage, parce qu'en Europe, il a un niveau de fou, mais si on ne juge que sa carrière NBA, c'est malheureusement un tier 5, parce qu'en NBA, il n'a pas fait grand-chose du tout, quoi. Parlons de Sékou Doumbouya désormais, et c'est toujours compliqué de juger des joueurs récents par rapport à des joueurs qui ont fini leur carrière en NBA. Donc lui, c'est un 15e choix, qui est en NBA depuis 2019, qui est arrivé aux Pistons, qui est toujours aux Pistons, qui a déjà fait quand même 94 matchs en 2 saisons, dont 30 titulaires, mais qui n'a pas encore mis un pied en playoff, qui est arrivé avec un énorme potentiel, très athlétique, avec une défense de fou, une longueur de fou, capable de défendre sur plusieurs postes, de switcher. En plus de ça, il a bien progressé au shoot, en catch and shoot, il est capable d'en mettre quelques-uns. Tous les outils sont présents. Vraiment, tous les outils sont présents. Le problème avec Sékou, c'est plutôt le comportement qui, moi, en tout cas, me pose question. Je trouve qu'il fait preuve un peu d'immaturité, il fait preuve un peu de nonchalance, il fait preuve aussi un peu d'impatience, et c'est dommage, parce qu'il a quand même fait des gros matchs, jusqu'à aller scorer 24 points. Il a fait quelques doubles-doubles, mais au niveau de l'attitude, son côté « je veux tout de suite, dès que je fais un bon match, je veux du temps de jeu, je veux qu'on me garantisse un temps de titulaire », avec Dwayne Casey et son côté militaire, ça passe pas vraiment, donc Casey l'utilise de façon assez irrégulière dans les rotations, un peu de façon aléatoire, parce que Casey, je le répète, le mérite c'est important pour lui, et je pense que l'attitude compte tout autant que le niveau sur le terrain. Maintenant, voilà, je pense qu'il doit encore montrer des choses pour viser haut dans les tirs, je crois qu'il en est capable, mais pour ça, va falloir qu'il grandisse, qu'il mûrisse. Il a peut-être le potentiel d'aller au tir tout, peut-être qu'il faut qu'il change de coach, peut-être qu'il faut qu'il change d'équipe, je sais pas, peut-être qu'il faut qu'il se remette en question aussi, peut-être qu'il faut qu'il gagne de l'âge, peu importe, mais pour l'instant, je vais pas être trop sévère avec lui, parce que mine de rien, il a réussi à être titulaire assez vite, donc ça c'est fort. Je vais pas le mettre au tier 5, parce que je pense que même ce qu'il a déjà fait, c'est déjà mieux que De Colo. Par contre, plus haut que tier 4, c'est impossible, malgré tout le potentiel qu'il a. C'est presque du gâchis de le mettre que ici, avec tout ce dont il est capable de faire, mais je le vois pas plus haut que le tier 4. Allez, on passe au suivant. Boris Diaw, un 21e choix de draft, qui a fait une très longue carrière en NBA, entre 2003 et 2018, qui a commencé aux Hawks, qui est parti ensuite aux Suns, après il est passé aux Bobcats, où il y a eu quelques aléas, on en parlera, il est ensuite allé aux Spurs, et il a fini sa carrière au Jazz. Pas mal de tours des États-Unis pour lui, il a vécu énormément de choses, ça lui fait un total de 1064 matchs quand même, donc c'est fait beaucoup. 564 de ces matchs, il les a fait titulaires, et surtout, le climax de sa carrière d'un point de vue individuel, ça a été son trophée de MIP en 2006, d'un point de vue collectif,
offensif, ça a été quand il a été champion en 2014 avec les Spurs, et surtout, c'est pas juste un champion qui était au bout du banc, parce qu'il avait un gros rôle défensif dans les finales 2013 et 2014. Son rôle principal, en plus de faire le facilitateur en attaque, comme il sait très bien le faire, c'était de limiter LeBron, et franchement, il a vraiment dérangé LeBron pendant ces 2 finales, pendant ces 2 années-là. Il a fait aussi, alors il passe vraiment pour un joueur collectif, facilitateur, etc., etc. Mine de rien, sa meilleure saison individuelle, c'est du 15 points, 6 rebonds, 5 passes. Maintenant, voilà, il a ce côté facilitateur, un peu comme Batum, au level encore au-dessus, je pense, et il a ce côté vraiment leader, surtout en fin de carrière, où il arrivait à être très, fédérateur avec les Spurs. À Utah, ça a été le mentor de Rudy Gobert, il est le garant de la bonne ambiance, il a été adoré partout où il est passé. Ce qu'on peut lui reprocher, entre guillemets, et encore, moi je trouve que ça fait partie du caractère du personnage, donc j'aime beaucoup, c'est qu'il a jamais voulu forcer pour scorer, malgré le fait qu'on lui donnait des responsabilités, et malgré le fait qu'il avait le talent pour le faire. Il a eu un gros clash avec Silas à Charlotte, qui lui demandait d'être l'option 1, et de forcer un peu son talent. Boris Dio, lui, il s'est rebellé, je me rappelle, il avait fait un match où il tente pas un tir en plus de 20 minutes de temps de jeu, un truc genre 24 minutes. Lui, il préférait jouer avec ses coéquipiers, défendant le fait que le basket c'est un sport collectif, parce que pour un c'est un joueur... Alors il a commencé au poste 3-4, il a fini au poste 4-5, mais c'est quand même un joueur qui a fait une saison à plus de 6 passes par match en 2006 à Phoenix. Donc c'est un mec gentil, qui est très collectif, très fédérateur, mais qui a son caractère. Et j'aime bien ça quand même, j'aime bien ce caractère de Babac, qui savait tout faire sur un terrain. Notons aussi qu'il a été le premier Français de toute l'histoire à faire un triple-double en 2006, et il avait ce vrai côté point forward, donc intérieur, qui savait jouer collectif, qui faisait jouer les autres, qui a eu une carrière de fou, qui a tout vécu en NBA, que ce soit des trades, que ce soit des récompenses individuelles, des récompenses collectives, donc vraiment une expérience de fou. Donc voilà, moi, Boris Dio, j'ai presque envie de le mettre dans le tier 1, mais vu qu'il est vraiment réservé à l'élite, je le mets dans le tier 2, mais il est vraiment dans le haut du panier du tier 2. On parlait de Batum, vous vouliez mettre Batum au tier 1, pour moi, Boris Dio mériterait, si on devait en mettre un au tier 1, Boris Dio mériterait plus que Batum d'être au tier 1. Donc si on fait une hiérarchie pour l'instant dans ce tier 2, je mettrais Boris Dio en haut de ce tier 2, Batum au milieu, Tariq en 3e. Alors maintenant on enchaîne avec Yacouba Diawara, le Yak, qui lui n'a pas été drafté, mais qui a fait une carrière en NBA de 4 ans entre 2006 et 2010, qui a commencé aux Nuggets et qui a fini sa carrière au Heat. Et mine de rien, ça a été 4 ans assez riche, hein. Il a fait 187 matchs, dont 56 en tant que titulaire, personne ne s'attendait à ça pour un joueur non drafté. Il a même fait 9 matchs de playoff. Et je pense qu'il doit sa place en NBA et tout ce qu'il a fait à son gros physique, à ses grosses qualités athlétiques, à son gros talent de défenseur. En fait, moi j'aime bien, il a des grosses épaules, il a pas de cou, le Yak, il porte très très bien son surnom. Malheureusement, il avait de gros soucis au shoot, il avait un vrai manque de scoring, il a jamais pu s'écarter. Il a fait 4 saisons, il en a fait qu'une seule à plus de 40% au tir, donc c'est quand même assez catastrophique. Maintenant, il compensait avec son côté gros bosseur, gros travailleur. Malgré de belles choses défensivement, malgré son physique, malgré des capacités à driver, à remuer, à prendre des rebonds, à être athlétique, ça a été compliqué pour lui. Il a jamais réussi, malgré tout son taf, à vraiment step up offensivement, et c'est ce qui fait que sa carrière NBA s'est terminée au bout de 4 ans, je pense. Maintenant, big up à son match à 23 points quand il était rookie, où il a surpris pas mal de monde, parce qu'il avait quand même du talent en contre-attaque grâce à ses qualités athlétiques, et il pouvait aussi mettre des points faciles, même s'il pouvait pas s'écarter. Mais c'est vrai que son manque de scoring et son manque de talent offensif, ça a été rédhibitoire pour espérer rester plus longtemps en NBA. Mais lui aussi, mine de rien, c'était un gros battant qui laissait ses tripes sur le terrain, qui avait un côté coéquipier modèle. Il a toujours été très apprécié de ses coéquipiers, très apprécié de ses coachs. Yacouba Diawara, c'est pas une carrière de fou, mais c'est quand même une carrière mais plus haute que les attentes. Maintenant, je peux pas le mettre plus haut que pas ouf. Parce que Bobois, par exemple, qui est au tier 3, je le mets au-dessus. Et le mettre avec Ajinça et Sekou Doumbouya, moi, ça me semble pas mal. Donc un tir fort pour Yacouba Diawara. Allez, on passe à Evan Fournier. Evan Fournier, qui est un 20e choix de draft, qui est en NBA depuis 2012, qui est toujours aujourd'hui, donc ça commence déjà à dater, hein, même si j'ai l'impression que sa saison rookie c'était hier. Donc sa saison rookie c'était aux Nuggets, donc il a commencé sa carrière là-bas, à Denver. Ensuite il est parti à Orlando, et là, cette saison, en cours de saison, il a fini à Boston, aux Celtics. Ça lui fait déjà 565 matchs, donc 417 titulaires, donc la plupart de sa carrière il l'a fait en tant que starter, et 19 matchs de playoff, quand même, ce qui commence à faire pas mal, même si c'est pas non plus phénoménal. Quand je pense à Evan Fournier, je me dis surtout, et je pense à une carrière très régulière, un niveau assez constant. C'est un compétiteur qui veut gagner, qui apporte ce qu'il faut,
qui apporte du combat des deux côtés du terrain, qui est capable de mettre des shoots clutch, qui est capable de scorer en transition, qui est capable aussi d'apporter du playmaking. Vraiment, je le trouve excellent depuis presque 7 ou 8 ans maintenant dans son rôle d'option 2 ou 3 dans une équipe, donc il sera jamais un franchise player, ou alors vraiment dans une équipe de bas de tableau, mais moi je le préfère, et vu avec son côté compétiteur, je pense qu'on le préfère tous dans une équipe qui joue les hauts de tableau. Dans ce genre d'équipe-là, moi je le vois bien en option 3 solide, et ça pèse, hein, mine de rien, ce qu'il a fait, c'est un titulaire costaud en NBA. Il faut pas oublier que cette saison, alors ça a été un peu compliqué son arrivée à Boston, notamment au shoot, mais il faut comprendre, hein, il faut aussi qu'il s'habitue à un nouveau contexte, à des nouveaux systèmes, mais mine de rien, si on ne regarde que ce qu'il a fait à Orlando, il était presque à 20 points par match, donc c'est quand même très fort. Là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en tant que free agent. Est-ce qu'il va rester à Boston? Est-ce qu'il va essayer d'aller ailleurs? Peut-être, mais pour l'instant, moi je le mets au tier 2, ça me semble très correct. Vu qu'il y a au tier 2, je pense que Evan Fournier il a largement sa place ici. Trop juste encore pour le tier 1, mais peut-être que... Alors on sait jamais, hein, sa carrière n'est pas finie. Je pense que c'est peut-être un peu rêvé d'imaginer qu'il aura des sélections All-Star, peut-être un peu rêvé qu'il aura un rôle d'option 1 ou 2 pour un titre, mais qui sait, on sait jamais. Il lui faudrait ça, je pense, pour monter au tier 1. Pour l'instant, tier 2, ça me semble bien. On va parler de Michael Gelabal. Michael Gelabal qui est un 48e choix de draft, qui est resté en NBA entre 2006 et en 2008, puis qui a refait quelques matchs avec Minnesota pendant la saison 2012-2013. Donc ouais, il a fait sa carrière, c'était juste entre ces deux équipes, à Seattle aux Sonics et à Minnesota avec les Wolves. Au total, il a fait 145 matchs, 27 titularisations quand même, sur ces 145 matchs, donc c'est pas mal, mais il n'a jamais participé aux playoffs. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il a été envoyé en ligue de développement à ses débuts, mais je trouve qu'en fait, il a vraiment fait ses preuves au fur et à mesure. C'est un taffeur, hein, Michael Gelabal, qui est intelligent aussi et qui sait apporter ce qu'il faut quand il faut, qui a vite fait ses preuves. Il a vite eu un record à 21 points, ce qui est très propre. Il a fait de bons matchs à Seattle, il était très prometteur, surtout que c'est un très 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 gros défenseur, Gelabal. Donc intelligent en attaque, bon en défense, qui sait même mettre quelques triples, notamment dans le corner quand il est ouvert. C'était un peu un 3&D avant l'heure, avant que ce soit vraiment la mode, donc vraiment je kiffais. Malheureusement, il a eu pas mal de blessures, notamment une grosse rupture des croisés à la fin de sa deuxième saison, quand il est arrivé en fin de contrat, alors qu'il était en train de lutter pour obtenir une place aux Lakers. Donc ça a été fatal pour lui. Il est revenu en Europe, il s'est refait une santé. Il a taffé, là, encore une fois. Il n'avait pas abandonné son rêve de NBA, et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc 4 ans après, il a eu une nouvelle chance aux Wolves. Il a eu un premier contrat de 10 jours, il a été renouvelé. Un deuxième contrat de 10 jours, il a été renouvelé. Il est même allé jusqu'à la fin de la saison, mais malheureusement, bon, là, je pense que son shot et sa fenêtre s'est refermé. Par contre, il a quand même fait de bonnes choses, hein, aux Wolves. Encore une fois, il a fait un match à 19 points. Alors ça, je l'ai pas dans mes notes, mais de mémoire, il a fait un match à 19 points. Donc c'est pas mal de choses, même s'il n'a pas été prolongé. Ça a été la fin de carrière NBA après. Il avait vraiment un vrai QI basket, une vraie polyvalence qui se voyait même en NBA, hein, pas qu'en équipe de France et en Europe. Donc ça me fait de la peine parce que c'est un de mes vrais chouchous, mais je peux pas le mettre plus haut que le tier 4. Et en vrai, c'est même plutôt entre le tier 4 et le tier 5. Je le mets dans le tier 4, mine de rien, parce que à chaque fois qu'il a eu sa chance, il a su la saisir, et c'est vraiment les blessures qui l'ont descendu. Du coup, Rudy Gobert, un 27e choix de draft, qui est là depuis 2013, et qui a fait jusque-là toute sa carrière au Jazz. Mine de rien, ça lui fait déjà 545 matchs, donc 453 titulaires, et 43 matchs de playoff. Donc en termes de palmarès, déjà on est pas mal. Il a 3 DPOY, il a 2 sélections All-Star, il a 4 sélections All-NBA, donc là ça commence à peser très 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 lourd. Donc en fait, il est parti de ce joueur snobé le jour de la draft parce que on considérait qu'il manquait de move offensif, qu'il était surtout grand et long, et maintenant c'est devenu presque l'un des meilleurs défenseurs all-time en NBA. Alors j'exagère presque un peu, mais mine de rien, 3 DPOY, c'est assez fou, donc il est peut-être dans le top 10, j'ai pas calculé, faudrait que j'y réfléchisse, mais peut-être dans le top 10 des meilleurs défenseurs all-time en NBA, et tout ça, ça pèse. Alors bien sûr, il a toujours des limites en attaque, mais je trouve qu'il a réussi à trouver peu à peu son rôle au fur et à mesure de sa carrière, à faire des pick and roll notamment, à être très bon sur la pose d'écran, et à jouer un rôle de collectif, de facilitateur aussi, hein, par ses écrans pour ses coéquipiers. Et en défense, quelle bête! Les équipes adverses doivent toujours trouver des plans anti-Gobert pour pouvoir attaquer. On essaye de le faire sortir, hein, de la peinture, parce que c'est la meilleure solution contre lui, parce que dans la raquette, il met énormément de contres. Il a encore fait des matchs à 9 contre 1 cette saison. Il peut changer des trajectoires de tir aussi, hein, parce qu'on voit, il n'y a jamais
En tout cas, actuellement, il n'y a pas d'autres joueurs qui provoquent autant de flotteurs pour éviter les contres. Et ce qui est bien, ce que je trouve chez Rudy Gobert, c'est qu'il fait encore des progrès d'année en année en défense. Parce que autant le faire sortir avant, c'était l'arme fatale. Et je trouve qu'il a même progressé là pour switcher avec plus de mobilité, où il peut utiliser encore plus sa longueur. Parce que t'as beau être plus rapide que lui pour le contourner, ben, il va falloir te lever tôt. Et il apporte même, alors c'est pas un défenseur au périmètre, hein, je vais pas aller jusque là, mais il peut dépanner sur certaines séquences au périmètre de plus en plus, et tout ça, pour moi, ça a énormément de valeur. Alors on peut pas dire que c'est le GOAT français, clairement, parce qu'il y en a un autre, hein, on en parlera plus tard, mais moi je le mets au tier 1, clairement. Donc on passe sur Killian Hayes, qui est rookie, qui a été le 7ème choix de la draft 2020, donc qui est en NBA depuis une seule petite saison, qui est aux Pistons depuis le début de sa carrière, qui n'a fait que 26 matchs cette saison, mais quand même, pendant ces 26 matchs, il a été 18 fois titulaire. Bon, il a jamais fait les playoffs. C'est quand même le Français le plus haut de drafté de l'histoire. Il a eu une saison rookie qui a été assez compliqué au tir notamment, avec 35%, mais il a quand même montré un vrai potentiel de playmaker, un vrai potentiel d'organisateur, un vrai potentiel de chef d'orchestre, et je trouve que quand il est revenu après sa blessure, il a montré quand même des progrès. Il a fait des matchs à 21, enfin il a fait un match à 21 points, il a fait un match à 11 passes, et quand même, mine de rien, pour un rookie, il a déjà un vrai rôle. Et ça, je pense que c'est important de ne pas l'oublier et de le mettre en valeur. Pour l'instant, il n'a pas montré assez pour viser très haut, c'est sûr. Il pourra qu'augmenter, en tout cas, je l'espère. Je pense que pour l'instant, il a surtout besoin de temps de jeu et d'expérience. Mais pour l'instant, avec ce qu'il a déjà montré en tant que rookie, ça me semble supérieur que Nando qui est au tier 5. Et ça me semble pas mal de le mettre au tier 4. Si on met ses coups au tier 4, je pense que Killian Hayes mérite le tier 4 lui aussi. Ok, on passe à la suite avec Jaylen Horde, qui est un joueur non drafté, qui est en NBA depuis 2019, qui a commencé avec les Blazers, et maintenant il est avec OKC, à chaque fois dans des two-way contracts. Il a joué que 32 matchs, il a jamais été titulaire, mais il a quand même fait 3 matchs de playoff. Par contre, il a toujours eu un rôle en bout du banc. Quand même, par contre, à OKC, cette saison, il a eu un plus gros rôle que ce qu'il avait aux Blazers. Il a fait les 3 matchs de playoff avec les Blazers dans la bulle, mais vraiment, c'était que du garbage time et des fins de rencontre. Là, avec le Thunder, il a un rôle un peu plus important, mais dans une équipe qui joue quand même pas grand-chose, même s'il a un temps de jeu qui est en augmentation. Ce que j'aime, c'est qu'il est polyvalent lui aussi, hein. Il y a beaucoup de joueurs français qui présentent cette qualité de polyvalence. Jaylen Horde fait partie de ces joueurs français-là. Il peut bien défendre, il a une belle longueur, il est athlétique, il peut driver. Dommage qu'il mette pas plus de shoot de loin. Ça lui apporterait vraiment quelque chose. Maintenant, s'il obtient des opportunités à l'avenir, encore et encore et encore, pour l'instant, il en a peut-être pas eu assez. Je pense qu'il pourrait monter. Jusque-là, c'est appréciable de voir qu'il joue sa carte à fond, de voir qu'il se bat, de voir qu'il a aussi beaucoup joué en G-League et qu'il a jamais rien lâché, qu'il a continué à se battre. Mais pour le moment, c'est trop difficile de le mettre au-dessus d'un tier 5. À lui, maintenant, de voir. J'espère qu'il aura d'autres opportunités. J'espère qu'il saura les saisir. Et c'est sa seule solution de monter. Mais pour l'instant, il n'a pas montré assez. Voilà, on parlait de Killian Hayes et Sekou Doumbouya que certains voyaient classer trop haut. Pour moi, ils ont déjà plus montré qu'un Jaylen Horde, par exemple. Donc pour moi, c'est un tier 5. Allez, let's go, William Howard, qui est un joueur non drafté, qui n'a joué que lors de la saison 2019-2020 aux Rockets, qui n'a fait que 2 tout petits matchs, qui n'a jamais été titulaire, qui n'a pas fait de playoff, qui a une carrière donc très courte, hein, parce qu'il a joué, je crois, 13 minutes ou 14 minutes au total, quelque chose comme ça. Malheureusement, il n'a jamais marqué un seul point pendant ce petit temps de jeu. Aujourd'hui, il est à Lasvel. Voilà, après, respect sur lui, hein, il est passé par les training camps, il s'est toujours battu pour essayer d'avoir un shot, pour essayer d'accomplir son rêve, c'est-à-dire jouer en NBA. Bravo à lui, hein, il pourra se vanter auprès de ses petits-enfants d'avoir joué en NBA, et mine de rien, c'est pas rien. Maintenant, bah, voilà, forcément c'est un tier 5, évidemment c'est un tier 5, William Howard, mais vraiment félicitations à lui d'avoir tenté sa chance, de l'avoir joué jusqu'au bout, et d'avoir pu jouer 2 matchs en NBA. On enchaîne avec Damian Inglis. Damian Inglis, qui est un 31e choix de draft, qui a joué seulement lors de la saison 2015-2016 aux Bucks, qui lui aussi en a jamais beaucoup joué, il a fait que 10 matchs quand même, il en a fait un en tant que titulaire, mais il a jamais fait de playoff. Malheureusement, lui, il a eu très peu d'occasions de briller, malgré un potentiel qui était intéressant. Il avait une vraie longueur, de vraies qualités athlétiques, tout ça c'était apprécié. Maintenant, le problème, c'est qu'il a été blessé toute sa saison rookie, et ça aide pas. Quand tu viens d'être drafté, d'être blessé, donc t'as beau passer du temps avec le groupe, tu peux pas saisir ta chance, tu peux pas faire tes preuves, donc ça n'est pas vraiment allé dans son sens, et il a vraiment jamais eu sa chance en match avec les Bucks, quoi, c'est dommage. Et après, bah, il a encore moins eu, parce qu'il est parti de NBA après une saison, donc il a fait des essais aux Knicks, il a fait des essais aux Raptors, mais ça n'a pas été concluant, donc son potentiel il l'a jamais atteint, les blessures l'ont peut-être pas aidé. Aujourd'hui il est plus en NBA, après une seule petite saison, après 10 matchs seulement joués,
Évidemment, ça fait toujours de la peine de mettre des joueurs au tier 5, surtout ceux qui ont commencé la carrière en étant blessés, et donc qui partent un peu du mauvais pied, mais Damien Inglis peut pas être ailleurs que le tier 5. Let's go Geoffrey Lauvergne, qui est un 55e choix de draft, qui a joué quand même en NBA de 2014 à 2018, on l'oublie. Il a passé du temps, par contre il a fait beaucoup d'équipes, il a commencé aux Nuggets, où il avait commencé à montrer de belles choses, après il est parti à OKC, ensuite aux Bulls, et il a fini aux Spurs. Au final, ça lui fait 208 matchs, 18 en tant que titulaire, et même 4 matchs de playoff. Ce que j'aimais bien avec l'Auvergne, c'est que c'était un intérieur solide, enfin, je parle de lui au passé parce qu'il est plus en NBA, mais il joue toujours. En tout cas, c'était un intérieur solide, qui était intelligent, qui pouvait même s'écarter, qui était vraiment un guerrier, que les coachs aimaient avoir en sortie de banc, qui se battait très très fort au rebond, et je trouve qu'il y avait une attitude de battant qui était, que je trouvais appréciable, au moins en tant que spectateur. Maintenant, le truc, c'est que même si les coachs aiment bien ce genre de joueur, l'Auvergne, je pense qu'il avait un côté très 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 compétiteur, qui a besoin de minutes, qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin de responsabilité, et qui ne voit pas sa carrière sur un banc la moitié d'un match. Donc sans rôle de titulaire garanti, il a préféré retourner en Europe, et je peux le comprendre, et c'est son choix d'ailleurs de retourner en Europe, parce qu'à mon avis il aurait pu avoir d'autres shots en NBA, vu ce qu'il a montré, et c'est plutôt dommage, parce qu'il a fait quand même un bon passage. Il avait fait une pointe à 26 points aux Spurs lors de sa dernière saison. Maintenant je peux comprendre complètement ses motivations, parce qu'ensuite il est passé par Fenerbahçe, aujourd'hui il est à Kaunas je crois, il est champion de Lituanie, il a été dans le meilleur 5 de la compétition. Maintenant, lui, contrairement à De Colo, je trouve qu'il a montré de vrais trucs en NBA. S'il avait voulu rester, s'il avait accepté un rôle de remplaçant, il aurait pu avoir une vraie place dans une seconde unit. Et voilà, comme je disais, il a quand même fait de belles perfs, que ce soit au rebond ou au point, ou dans l'énergie qu'il mettait. Donc moi, je le mets aux côtés de Rodrigue Beaubois, au tir dessus. Allez, parlons de Timothée Luwawu Cabarrot, qui est un 24e choix de draft, qui est en NBA depuis la saison 2016, qui a commencé aux Sixers, qui est ensuite passé à OKC, qui est passé aussi rapidement aux Bulls, et qui aujourd'hui est aux Nets. Jusque-là, aujourd'hui, ça lui fait un total de 276 matchs, 42 matchs titulaires, 11 matchs de play-off. En fait, il avait fait des débuts très prometteurs, j'ai trouvé, à Philadelphie. C'était un peu un homme à tout faire, qui avait de bonnes qualités athlétiques, qui pouvait courir en contre-attaque, qui avait de vraies qualités défensives, une vraie longueur, de vrais appuis, mais qui a été transféré après sa saison sophomore. Et je trouve qu'après, ça a été un peu plus compliqué. Il a un peu enchaîné les déconvenus. Ça n'a pas marché à OKC, il n'y est pas resté longtemps. Ça n'a pas marché à Chicago, il n'y est pas resté longtemps. Mais ce qui est très appréciable avec TLC, c'est qu'il s'est toujours battu, il s'est toujours accroché, sa carrière aurait pu être finie, mais en fait il est resté aux États-Unis, il a essayé de tenter sa chance jusqu'à ce que Brooklyn lui propose un shot. Il a accepté un premier 10-day contract qui a été renouvelé, donc c'est transformé en deuxième 10-day contract, et hop, il a fait ses preuves. Lui, il a eu un contrat jusqu'à la fin de la saison, et contrairement à Gelabal qui n'a pas eu de suite, il a été prolongé, et aujourd'hui je trouve qu'il a quand même un vrai rôle au Nets, alors peut-être un peu moins en playoff, peu importe, parce que là il a joué surtout le garbage time en playoff, mais ça reste quand même un remplaçant qui est intéressant. Et lors des playoffs 2020, je sais pas si vous vous rappelez dans la bulle, au premier tour, il était titulaire la plupart des playoffs 2020, et il a tourné à 16 points par match. Il avait fait des gros playoffs 2020. Faut lui donner beaucoup de crédit, parce que le travail et l'abnégation ont payé. Ça fait plaisir, et je pense qu'aujourd'hui, il a vraiment réussi à se faire sa place en NBA. Il a su saisir les opportunités en se battant, en faisant ce qui lui était demandé, et je trouve que c'est la clé, il répond à ce que veulent les coachs, il apporte un petit peu tout sur le terrain, et voilà. Donc moi j'aime beaucoup TLC, et pour moi, c'est un tier 3. On enchaîne sur Ian Mahinmi, qui a été un 28e choix de draft, qui a joué en NBA de 2007 à 2020, donc il est parti quand même assez récemment, et il a fait une longue carrière. Il a commencé aux Spurs, on l'oublie souvent, mais il a commencé aux Spurs, il est ensuite passé par les Mavs, où il a été champion en 2011, il est ensuite allé aux Pacers, avant de finir aux Wizards. Tout ça, malheureusement, en fait, ça fait pas tant de matchs joués par rapport à d'autres qui ont eu des carrières si longues, parce qu'il a pas mal été blessé. Au final, ça lui fait que 618 matchs, 133 titularisations, mais quand même 67 matchs de playoff. Moi, ce que je retiendrai quand même, le pic un peu de la carrière de Ian Mahinmi, j'ai envie de dire, c'est lors du titre en 2011, il a eu un très gros rôle en finale. Alors il n'a pas joué les 3 premiers matchs, mais lors du match 6, qui a donné le titre à Dallas, dans le dernier quart-temps, il a mis 2 mid-range ultra clutch, qui ont fait plaisir, qui ont été vraiment très utiles dans le gain du titre de Dallas, et ça, je pense que ça fait partie des sommets, et je veux pas parler à la place de Ian Mahinmi, mais des sommets de sa carrière, en tout cas. Maintenant, si on parle globalement d'une saison, je pense que sa meilleure saison, c'est celle aux Pacers en 2015-2016, où il fait une saison à 9 points, 7 rebonds. Maintenant, c'est quand même un joueur qui a jamais été trop mis en valeur offensivement, qui avait pas non plus de méga qualité offensive, qui avait très peu de jeux au poste,
par contre qui était un big défenseur, solide et costaud au poste 5, et qui a fait une belle carrière avec ça, qui a connu tout plein de choses, hein, lui aussi, dans sa carrière, qui a eu un rôle de remplaçant solide. Malheureusement, comme je l'ai dit, il a connu beaucoup de blessures dès le tout début de sa carrière aux Spurs. C'est dommage, hein, parce que dès qu'il revenait, il commençait à montrer de belles choses, il était très prometteur, notamment quand il était très jeune, mais à chaque fois, il se reblessait, et en fait, c'est un peu l'histoire de sa vie, l'histoire de sa carrière. Son plafond, il l'a pas forcément atteint, donc ça restera un gros défenseur solide. Donc moi, je décide de le mettre au tier 3, lui aussi, ça en fait un de plus, mais un solide tier 3 quand même, parce que la longévité qu'il a eue montre que c'était un joueur costaud, qui était un vrai joueur NBA pendant si longtemps. Théo Malédon, 34e choix de draft, qui est en NBA depuis cette saison, donc il vient de terminer sa saison rookie avec le Thunder d'OKC, qui a fait 65 matchs. Mine de rien, sur ces 65 matchs, il a été 49 fois titulaire, ce qui est très bien pour un deuxième tour de draft. Et pour moi, c'est la bonne petite surprise de cette saison. Enfin, surprise, c'est un bien grand mot, parce que ceux qui suivent cette chaîne le savent, hein. J'ai fait plusieurs vidéos dans le passé, déjà ces 2-3 dernières années, où je parlais de lui et où je disais déjà que j'attendais beaucoup de lui, pour son énorme QI basket, pour sa maturité dans le jeu. Maintenant, malheureusement, à cause d'une saison 2019-2020 compliquée à Lasvel, sa cote a baissé juste avant la draft l'année dernière. Et aujourd'hui, je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont laissé passer, qui l'ont laissé partir au 34e choix, qui doivent un peu le regretter, parce qu'à OKC, justement, il a obtenu la confiance des coachs. On a appris à jouer sur ses qualités. Lui, il capitalise, hein, justement sur ses forces, il fait des bons choix offensifs, il brille dans le playmaking, je trouve qu'il a une vraie maturité, il est très vif, hein, en plus de ça, de plus en plus je trouve rapide, il s'adapte bien au tempo de la NBA, mais aussi il est de plus en plus adroit de loin, et ça c'est son vrai step-up, donc c'est ce qu'on disait, il est vite devenu titulaire à OKC, il a fait une saison à plus de 10 points par match en tant que rookie, il a déjà fait une pointe à 33, il a fait une pointe à 12 passes, il a fait une pointe à 6 interceptions, il a fait un match à 6 sur 6 à 3 points, en termes de scoring, et peut-être même en termes global, je vois peut-être pas de meilleur rookie français depuis Tony Parker, hein, tout simplement. Grosse saison rookie pour Théo Malédon, je lui souhaite le meilleur, je pense qu'il y arrivera, dommage qu'il soit pas dans une équipe plus compétitive, mais pour tout ce qu'il a pu faire en tant que rookie, en plus de ça alors qu'il n'est pas attendu, même si je veux pas trop donner de valeur à ça, mais pour tout ce qu'il a pu faire en tant que rookie déjà, moi je le mets déjà au tier 3, avec Rodrigue Bobois, avec Geoffrey Lauvergne, avec Timothée Loaou-Cabarro, Yann Maïni. Allez, on enchaîne avec Adam Mokoka. Adam Mokoka, qui n'a pas été drafté, qui est en NBA depuis 2019, qui joue aux Bulls depuis le début de sa carrière, qui a un two-way contract, et qui a joué que 25 matchs, qui n'a jamais été titulaire, donc qui a surtout un rôle en bout du banc, qui joue pas souvent du tout. Par contre, voilà, la saison dernière, il a quand même fait un truc de ouf, où il a mis 15 points en 5 minutes dans le garbage time, sans rien rater en plus, hein, il fait cette série de points à 100%. Je crois que c'est historique dans toute la NBA, personne n'a jamais fait une telle série en si peu de temps. Mais bon, malheureusement, il n'y a quand même pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent dans la carrière de Adam Mokoka. Les autres fois, notamment cette saison, quand il a eu sa chance, quand il a eu les opportunités, il a vraiment manqué d'adresse, donc il n'a pas non plus manqué grand-chose. À voir s'il aura plus d'opportunités dans le futur. Mais pour l'instant, malgré ces fameux 15 points historiques en 5 minutes, je ne laisse qu'au tier 5 en espérant qu'il monte et qu'il ait les deux opportunités et qu'il arrive à les saisir. Maintenant, Jérôme Moïso, qui était un 11e choix de draft, qui a joué en NBA de 2000 à 2005, qui a commencé aux Celtics, puis après qui a pas mal voyagé entre les Hornets, les Raptors, les Nets et les Cavaliers. Au final, il a fait que 145 matchs, juste 3 matchs titulaires et 4 petits matchs de playoff. En fait, lui, je trouve que le juger, c'est très compliqué, parce que c'est un intérieur, un pivot qui avait du talent plein les mains à sa sortie du UCLA. Il y avait beaucoup d'attentes sur lui, parce que c'était un mec super athlétique, super costaud, super solide, qui jumpait bien, qui était gifté, qui avait des bonnes mains, mais apparemment, de ce que j'ai compris, il était très difficile à cerner, il avait une personnalité un petit peu chelou, il parlait à pas grand monde dans l'équipe, et peut-être que ça lui a coûté sa carrière, malgré tout le talent qu'il avait, le fait qu'il ait pas le mental, et en fait il a juste enchaîné les saisons décevantes, malgré le potentiel énorme qu'il avait. C'est pour ça qu'il avait été drafté en 11e choix, mais jamais il a fait une saison à plus de 4 points par match, et c'est dommage parce qu'il avait tout ce qu'il fallait. Mashburn même avait dit de lui, à l'époque des Hornets, que Moïso, c'était exactement le genre de gars qui méritait un jour de toucher un contrat à 100 millions. Maintenant, je me rappelle aussi qu'il avait fait un gros premier tour de playoff avec les Hornets en seulement 4 matchs. Il pouvait marquer des points grâce à des bonnes mains, grâce à des bons moves, il pouvait prendre des rebonds, il pouvait mettre des contres. On va le mettre pour le tir fort parce que mine de rien, il a fait des petits trucs en NBA par rapport à ceux qu'on a mis au tir fort, au tir 5. Mais je trouve que c'est un gros gâchis, hein, avec tout le talent qu'il avait. C'est peut-être d'ailleurs un des plus gros gâchis de l'histoire du basket français en NBA, Jérôme Moïso.
Parlons de Joakim Noah maintenant, et je pense que j'ai pas mal de choses à dire à son sujet. Donc déjà, c'est un 9e choix de draft qui a joué longtemps en NBA, de 2007 à 2020, qui est passé par les Bulls, où il a fait la meilleure partie de sa carrière. Ensuite, il est allé aux Knicks, aux Grizzlies, puis il a fini aux Clippers. Ça fait un total de 672 matchs, dont 512 en tant que titulaire, et 62 matchs de play-off. Au final, il a quand même une carrière remplie individuellement, avec 2 participations au All-Star Game, une élection dans les équipes All-NBA, et un trophée de meilleur défenseur de l'année en 2014. Donc après, ce qui est compliqué, c'est que Jukes, ça fait partie de ces joueurs que les Français adorent critiquer. Parce que c'est vrai qu'il a une grande gueule, c'est vrai qu'il parle beaucoup, on se souvient un petit peu de son trash talk avec LeBron, surtout qu'en début de carrière, il voulait un peu montrer l'exemple, mais il était très en retard aux entraînements, il a refusé plusieurs fois l'équipe de France, et je sais que les Français l'aiment pas trop pour ça, même si moi, personnellement, je le comprends, l'équipe de France, il n'était pas plus attaché que ça, sachant qu'il a ni grandi, ni vécu, ni qu'il est pas né en France, donc ça aussi, je peux comprendre. Après, j'entends beaucoup parler de son shoot, de sa gestuelle, et de ses airballs au lancer franc, c'est souvent les arguments des haters et des trolls, et je trouve que c'est tellement dommage de ne retenir que ça de sa carrière, parce que c'est quand même un défenseur qui apportait une énergie exceptionnelle, qui était capable de sortir sur les extérieurs, par exemple mieux que Gobert, hein, je trouve. Il arrivait à aller au périmètre vraiment mieux qu'un Rudy Gobert, parce qu'il était capable de fléchir les jambes, de switcher, de vraiment dépanner. Il était très mobile, et puis il avait une mentalité de gros guerrier, en se disant, toi, si je t'éteins, t'as beau être beaucoup plus rapide et beaucoup plus petit que moi, je vais tout donner. En plus de ça, il protégeait très bien la peinture, il acceptait tous les défis, c'était un gros rebondeur, notamment offensif, qui apportait également cette énergie, et il avait peur de personne. Et mine de rien, beaucoup de gens ont beau critiquer son shoot, quand il était chaud, il pouvait enchaîner les mid-range, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, quand il rangeait les flingues dans la poche, quand il en mettait 3 ou 4, il avait son petit spot dans l'elbow, là, et avec son shoot, j'avoue, hein, il a la gestuelle de ma grand-mère, mais il n'empêche qu'elle était efficace quand il était chaud. Il a eu un vrai rôle au playmaking, où il avait souvent la balle en tête de raquette, où il distribuait très bien, parce que Noah, c'est aussi un joueur qui, en attaque, avait un certain talent pour la passe, qui avait une bonne vision de jeu, et qui avait surtout une énergie qui était contagieuse. C'était un joueur qui jouait avec ses émotions, qui était très bon dans ce rôle, qui bien sûr a dépassé les bornes à plusieurs reprises, et ça, même si j'aime bien certains côtés de sa personnalité, il y en a d'autres que j'aime moins. Je me rappelle d'une fois où il avait fait des injures homophobes à un fan, et ça, je suis vraiment pas client, mais c'était quand même un personnage à part entière, qui avait du basket plein les mains, hein, parce que le basket, c'est quand même plus qu'une gestuelle au shoot, et c'est dommage qu'il soit un petit peu perdu quand il est arrivé à New York, à beaucoup faire la fête, mais je crois que ça fait aussi partie du personnage de Jukes, et ça a gâché un petit peu sa fin de carrière, malgré des tentatives de retour, et je pense que cette fin de carrière un peu décevante a fait oublier à beaucoup le niveau qu'il avait à Chicago. Donc voilà, on peut pas le mettre au tier 1 à cause de cette fin de carrière compliquée, à cause de ses irrégularités, à cause de son manque de boulot, mais n'empêche que quelqu'un qui a été Depoy et All-Star, c'est minimum un tier 2, et Noah, clairement, au tier 2, si vous me dites qu'il mérite moins, on sera pas d'accord, on sera pas copains. Pour conclure sur Noah, je suis d'accord pour dire qu'avec Boris Dio, il fait partie du haut du panier du tier 2, que ses sélections All-Star et son Depoy, et même sa 4e place pour le trophée de MVP, peuvent vraiment le faire débattre avec le tier 1, et je peux entendre que certains le mettent au tier 1. Hein. C'est sa 2e partie de carrière et son arrivée aux Knicks. Je pense que sans cette période-là, le tier 1 était peut-être no-brainer, mais sa fin de carrière a été peut-être un peu trop compliquée pour l'imaginer au tier 1, avec Gobert et peut-être d'autres qu'on verra après. On parle de Frank Ntilikina, qui est un 8e choix de draft, qui est en NBA depuis 2017, qui a commencé sa carrière au Knicks, qui est toujours... Jusque-là, il a fait 211 matchs, 55 en tant que titulaire, il a fait 3 matchs de play-off, n'empêche, cette saison. Forcément, c'est décevant de voir la carrière qu'il est en train de faire au vu de sa place à la draft. Il a eu plein de fois l'occasion de se montrer, il a eu toujours un peu de mal à saisir sa chance, et c'est dommage, il a ce côté un peu trop timide en attaque, où il cherche toujours à bien faire, toujours à pas croquer, mais du coup, on aimerait bien qu'il puisse jouer un peu plus sur lui, comme il l'a fait un peu en équipe de France, notamment dans le match face aux Américains lors de la Coupe du Monde, où j'avais kiffé, mais ses responsabilités, on a l'impression qu'il n'ose pas les prendre au Madison Square Garden ou sous le maillot des Knicks, et c'est presque dommage. Après, heureusement, il compense avec son gros talent défensif, son anticipation, sa très belle envergure pour un meneur ou pour un arrière, et c'est pour ça que c'est lui qui est envoyé en mission généralement par Tom Thibodeau, même si j'aime pas trop qu'il le fasse jouer 3 secondes à la fin d'un quart-temps pour éviter
pour éviter un shoot de Yang, que ce soit juste avant la mi-temps ou juste avant la fin d'un match. Ça, j'ai du mal avec ça, mais ça montre quand même qu'il a du talent défensif. Hein. Si Thibodeau compte sur lui dans le money time, c'est qu'il a un certain talent en défense. Maintenant, ça suffit pas pour faire de lui un joueur majeur, et c'est dommage. Dès qu'il fait un bon match, on a tendance à vraiment s'enflammer parce qu'on est conscient de son potentiel et on a l'impression qu'il va continuer et on a envie de le pousser vers le haut. Même le Madison Square Garden l'aime bien, hein, et est assez attaché à ce joueur. Le souci, c'est que ça dure jamais avec Frank. À chaque fois qu'il fait un bon match, il a beaucoup de mal à confirmer. Et pour l'instant, c'est dommage, hein, mais sa carrière est pas ouf, on en attend plus. J'aimerais qu'il ait un côté un peu plus dur, un peu plus gangsta, à la Evan Fournier, un peu compétiteur, qui est la rage, qui crie. Et en fait, il a ce côté un peu trop gentil, qui le dessert un peu. Et ça lui dessert encore plus à New York, au Madison Square Garden, où on aime le sang, la sueur et les larmes. Je me rappelle d'ailleurs une anecdote, il s'était embrouillé avec LeBron, et dans ce match-là, j'avais l'impression qu'il avait enfin chopé l'œil du tigre, dédicace à Rocky, les vrais connaissent. Il avait enfin chopé l'œil du tigre, et là, le fait de s'être pris la tête avec LeBron, c'était Enes Kanter qui avait dû les séparer. Il fait 6 interceptions lors de ce match-là, il était déchaîné en défense, et j'avais adoré ce match. Je crois que c'est son record en carrière, faudrait vérifier, 6 interceptions, mais ça donne envie de le secouer, de l'énerver plus souvent. On dirait qu'il lui manque juste un déclic. Le truc, c'est que est-ce que ce déclic il viendra? Je sais pas. Et pour l'instant, il est pas encore là. Il a été là sur 1 ou 2 matchs, mais il revient pas le match d'après, et ça me déçoit, Donc c'est du vrai talent, hein, Ntilikina. Il a beaucoup de choses. Il lui manque peut-être le mental. Donc pour l'instant, je le mets malheureusement au tir fort, parce qu'il a besoin de confirmer sur la durée, et j'espère qu'il pourra monter plus haut à l'avenir. Enchaînons sur Elie Okobo, un 31e choix de draft, qui a joué en NBA de 2018 à 2020, toujours aux Suns, qui a fait 108 matchs, 19 en tant que titulaire, qui n'a jamais joué les playoffs, qui a un vrai talent offensif, hein, Elie Okobo, qui a quelques DNP, mais quand même pas que des DNP. Il avait un rôle en bout de banc, un bon 12e homme, quoi, j'ai envie de dire, qui jouait un petit peu, mais surtout le garbage time, mais pas suffisamment au bout du banc pour être trop souvent en DMP. Mine de rien, il a fait de belles choses, avec quelques pointes à 18-19 points, mais quand même, c'est surtout du garbage time. Et je suis un peu déçu qu'il soit parti, parce que pour moi, il avait vraiment tout d'un joueur NBA. Il avait la vitesse, il avait le scoring, il avait les qualités athlétiques, mais le souci, c'était l'adresse et la régularité. Là, il a fait une saison en G-League, il essaye encore de choper des opportunités. Pourquoi pas essayer de grimper encore et d'essayer de choper quelque chose dans la grande ligue. Donc pour l'instant, je le mets en tier 5, mais c'est vraiment le haut du panier du tier 5. Je me trouve même un peu sévère avec lui. Mais je crois qu'il n'a pas assez montré en NBA, trop de rôle en bout du banc. Donc on va dire ça pour conclure sur Okobo. Je trouve que c'est une belle phrase. Il a tout le talent nécessaire, toutes les qualités nécessaires pour être au tir fort, mais il n'a pas assez de réalisation pour y être. Donc il est parmi les meilleurs de ce tier 5, mais pour l'instant je trouve bien ici. Tony Parker, 28e choix de draft. On va pas rester 50 ans là-dessus, tout le monde le connaît, resté en NBA de 2001 à 2019. Fait les 90% de sa carrière aux Spurs, même s'il a fini aux Hornets, un total de 1250 matchs, dont 1151 en tant que titulaire, 226 matchs de playoffs, c'est un truc de fou. 4 fois champion NBA, 4 fois All-NBA, 6 fois All-Star, il a été MVP des finales en 2007, waouh, c'est juste un palmarès qui est long comme le bras. Évidemment, c'est le GOAT français, encore et toujours, sûrement pour très longtemps. Il détient tout plein de records pour un joueur français. Il a fait un match à 55 points, c'est un truc de fou. Pour moi, il est même l'un des 100 meilleurs joueurs NBA all-time, no-brainer. Bah, de toute façon, je le mets dans mon top 100 all-time, vous savez. Pour moi, il doit forcément être au tier 1. Évidemment, je le mets avec Rudy Gobert, mais vous le savez, pour l'instant, il est toujours bien au-dessus de Rudy Gobert. Donc ce serait un tir GOAT, hein, en vrai, pour Tony Parker. Donc je le mets au tier 1 parce que je trouve que Rudy Gobert mérite d'être au tier 1 et j'avais pas envie de laisser Parker seul. Mais évidemment que Parker est au-dessus. Gobert, pour moi, il doit encore faire des All-Stars et doit faire de gros parcours en playoff et de belles perfs pour peut-être un jour arriver au niveau de Tony Parker. Et même avec ça, ça va être dur. Donc j'en fais pas plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Parmi tous les joueurs qui ont joué à NBA, qui sont français, Tony Parker, c'est le GOAT. Et à mon avis, il le restera pour très longtemps. Très longtemps. Oh là là, mais c'est affreux cette pluie là. Attendez 2 secondes, je vais fermer encore un truc parce que je m'entends même plus parler. Donc Petro, ouais, pour reprendre là-dessus, je sais pas si vous avez pu m'entendre. Je vais la refaire de toute façon, vu le bruit qu'il y avait. Il y a toujours un bruit parasite, mais c'est dommage. Mais qui était, qui avait de vraies bonnes mains, qui avait des petits moves, qui était un remplaçant solide pendant 8 ans dans la raquette. Ce que je disais aussi, qui pouvait tourner à 5 points, 5 rebonds dès que tu lui donnais un peu d'opportunité. Qui pouvait bien défendre, qui a eu des opportunités grâce à ça, mais qui était beaucoup à la recherche du contre, qui prenait des fautes assez vite, mais qui a quand même eu une carrière, alors je dirais pas ouf, hein, c'est pour ça que je vais le mettre au tir fort, mais qui est quand même assez correct.
Donc Petro au tir fort, mais vraiment à la limite du 5. Mais dans la mesure où on met un Nilikina au tir fort, je pense que Petro mérite d'être à peu près au même étage que lui, même si voilà, il est vraiment à la limite du tier 3. La petite anecdote que j'aime bien, c'est le fait qu'il ait marqué les derniers points de l'histoire des New Jersey Nets. Michael Pietrus maintenant, donc bien haut drafté, pris avec le 11e choix, qui a fait une belle carrière en NBA de 2003 à 2013, qui a commencé avec les Warriors, mais qui a aussi été au Magic, qui est allé aussi aux Suns rapidement, puis aux Celtics, puis aux Raptors, qui a pas mal changé d'équipe en fin de carrière, mais qui a fait quand même 557 matchs en NBA, dont 172 titulaires, et il a fait 69 matchs de playoff. Donc c'était un poste 2-3, qui était un gros défenseur, mais qui n'était pas manchot en attaque, hein. Il a fait des saisons à plus de 11 points par match, il a connu de très bons, même des super parcours de playoff, il était avec les Warriors We Believe en 2007, il a fait la fameuse finale avec le Magic en 2009, et lui c'était un vrai 3&D à une époque où on recherchait pas autant les 3&D qu'aujourd'hui, mais c'était vraiment un 3&D avant l'heure, j'ai envie de dire. C'était vraiment le role player que tu avais envie d'avoir, qui était efficace en défense, qui avait son rôle en attaque, qui faisait même peu d'erreurs en attaque, il rentrait pas mal de triples, hein, vraiment, au fur et à mesure de sa carrière. Au départ, c'était un mec surtout super athlétique, mais qui a énormément progressé au shoot dans sa carrière. Son record NBA, c'est 8 3 points en un match, donc c'est fort. Il défendait le plomb, il était athlétique. Ok, ses stats sont pas fantastiques, mais quand même, moi je trouve que ce qu'il apportait dans un collectif faisait beaucoup de bien. Donc après, par contre, c'est vrai que sa fin de carrière a été un peu plus compliquée. Je crois qu'il a eu du mal à accepter d'avoir peu de temps de jeu. Il voulait des garanties individuelles, il voulait aussi des garanties collectives. Il voulait jouer les playoffs, il voulait être dans le 5. Il voulait aussi avoir un gros salaire. Donc tout ça, ça faisait beaucoup. C'est vrai qu'il avait peut-être un certain ego, Michael Pietrus. Il a fait des déclarations un peu cheloues, même à la suite de sa carrière. Tout ça a fait qu'il a pas mal changé d'équipe avant de s'arrêter, qu'il a fini de façon un petit peu brutalement. Mais peu importe, moi j'ai envie de dire que pour le gros rôle qu'il avait dans des équipes, donc deux teams, hein, ce que je disais, Golden State 2007 et Orlando 2009, qui ont fait des bons parcours, même des parcours de playoff légendaires, j'ai envie de le mettre au tier 2, parce que si Tariq Abdul-Wahad est au tier 2, Michael Pietrus, pour les raisons que j'évoquais, je pense qu'il mérite d'être à la même hauteur. Allez, on enchaîne avec Antoine Rigaudot, qui n'a pas été drafté, qui était en NBA pendant la saison 2002-2003, qui est arrivé en janvier aux Mavs en cours de saison, qui malheureusement n'a joué que 11 matchs, qui n'a jamais été titulaire, qui n'a jamais participé aux playoffs. C'est l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, hein, si on parle globalement, mais malheureusement, je pense qu'il est arrivé en NBA trop tard, à l'âge de 31 ans. Il a fait juste une moitié de saison à Dallas, où il a eu très peu de temps de jeu, mais le souci, je pense, c'est qu'il a été très mal utilisé, parce qu'à Dallas, on a surtout regardé sa taille, il faisait plus de 2 mètres, et on a voulu l'utiliser comme un poste 3, alors que Rigaudot c'était un vrai meneur, un vrai playmaker, un vrai créateur, et là on lui a juste demandé de se mettre dans le corner et d'écarter le jeu pour Dirk Nowitzki, donc c'est pas un rôle dans lequel Rigaudot excelle, dans une NBA qui jouait beaucoup en ISO, quand lui c'était quand même un vrai pur joueur européen collectif, et en plus de ça, quand on l'a mis dans le corner au poste 3, on lui demandait que de shooter, et ses tirs il les a pas mis, donc ça a été rédhibitoire, il est vite revenu en Europe, son expérience a été courte et décevante dans la grande ligue, mais au moins il aura essayé, donc il a ce mérite là. En Europe, il a tout gagné. En NBA, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc malheureusement, pour Rigaudot, il fait partie de ces joueurs qu'on est obligé de mettre dans le tier 5 parce que la NBA était beaucoup trop compliquée pour lui. Donc Vincent Poirier, non drafté non plus, qui a fait 2 saisons en NBA de 2019 à cette année, là en 2021, qui est passé par les Celtics, puis les Sixers, mais qui au final n'aura joué que 32 petits matchs en 2 saisons, qui n'a jamais été titulaire aucune fois dans aucune des 2 équipes, ni les Celtics ni les Sixers, qui aura quand même fait un match de playoff avec les Celtics. Donc lui aussi a tenté sa chance, hein, il a voulu traverser l'océan, mais toujours il a été barré hein, dans des équipes qui avaient des ambitions, que ce soit aux Celtics ou aux Sixers, il y avait du monde à l'intérieur, il s'est toujours retrouvé 4e, voire presque 5e pivot de la rotation, et il n'a jamais vraiment eu l'occasion de montrer ce qu'il pouvait faire. Cette saison, son record chez les Sixers, c'est 7 minutes de temps de jeu, donc ça prouve à quel point il a jamais vraiment eu d'opportunité. Ce qui est dommage, c'est qu'à Philly, à un moment, avec le virus, il aurait pu, enfin il y a eu le protocole Covid, il aurait pu avoir sa chance, sauf que lui aussi a été mis à l'écart pour le protocole Covid, il a manqué pas mal de temps à un moment où l'équipe des Sixers était assez décimée, où Embiid était blessé aussi. J'aurais presque aimé que Poirier ait la chance de se montrer, mais là, bah non, il a fini par être coupé, c'est décevant de voir qu'il ait dû partir de la NBA sans jamais pouvoir montrer vraiment ce qu'il valait. Donc au final, par contre, je préfère peut-être le voir s'épanouir en Europe plutôt qu'il galère en NBA, mais c'est forcément un tier 5 comme Rigaudot et les autres.
Kevin Séraphin, 17e choix de draft, qui a eu une belle carrière en NBA de 2010 à 2017, qui n'a connu que 3 équipes en plus pendant tout ce temps, les Wizards, les Knicks et les Pacers. Ça lui a permis de jouer 423 matchs, 34 titulaires, 14 matchs de playoff, donc un pivot très très offensif, hein, Kevin Séraphin, avec de vrais moves, de super bonnes mains, qui avait une vraie puissance aussi en attaque, qui était mobile également. Dans la peinture au poste, moi je trouve qu'il pouvait faire des miracles, des deux mains, main droite comme main gauche. Il avait même un petit mid-range qui était cool. Il a fait une saison à 9 points par match en 2013 aux Wizards en à peine 21 minutes de temps de jeu, donc ça montre que pour marquer des points, il savait faire. Dès qu'il a eu du temps de jeu, il savait scorer en quantité. Moi je me rappelle surtout de sa fin de saison 2011-2012 qui était folle. Il a fait, je sais plus, une quinzaine de rencontres à plus de 10 points. Je sais plus, ça doit être 16 je crois le chiffre en tout cas, à plus de 10 points pour finir la saison. Donc là il était hypant, surtout que pendant cette période-là, il avait fait une pointe à 24 points. Il prenait aussi beaucoup de rebonds pendant cette période, donc il a souvent été en double-double, et quand il a eu des opportunités, offensivement, il a su se montrer. Malheureusement, son investissement et ses qualités défensives posaient beaucoup de questions. Je pense que ça lui a coûté beaucoup de minutes. Quand des équipes voulaient gagner, c'était difficile d'avoir un Séraphin en défense, parfois. En plus de ça, plus il a avancé dans sa carrière, plus il a connu de blessures. Donc je pense que ça a précipité un peu sa fin de parcours en NBA, donc c'est dommage. Il a même eu du mal à rebondir ensuite, hein, quand il est allé en Europe puis en Chine, parce que je pense que ses genoux étaient trop morts. Par contre... un vrai talent offensif, des vraies bonnes stats en NBA, une longévité cool, et puis en plus de ça, moi je veux lui faire un big up parce que c'est ma toute première interview. Quand je suis allé pour le premier match où j'ai été accrédité au Madison Square Garden, il était super sympa, il m'a présenté du monde, il m'a accueilli, il a été trop cool. Et bon, c'est pas pour ça que je le mets au tir-suit, mais je voulais quand même lui faire une dédicace pour ça, et pour le reste, pour ses stats et pour son talent offensif, le tir-suit ça me semble bien. Allez, on enchaîne avec Papsi, qui est un 53e choix de draft, qui a joué en NBA qu'en 2010-2011. Et le truc assez rigolo, c'est qu'il a fait 3 matchs de saison régulière dans toute sa carrière, mais par contre il a fait 4 matchs de playoff. Bon, il jouait surtout du garbage time en playoff, mais il avait réussi à rentrer dans la rotation dans une série qui avait été perdue 4-0 par Atlanta contre Chicago, donc c'est pas ouf d'avoir joué du garbage time dans une série où tu te fais sweeper. Donc voilà, un défenseur athlétique qui a jamais eu vraiment sa chance, parce que le pauvre était blessé au dos dès son début de carrière, donc il a pas pu commencer sur de bonnes bases, ça n'aide pas, il a jamais pu jouer plus de 9 minutes dans un match, donc sur les 3 matchs qu'il a joué, c'est pas ouf pour te montrer. Ensuite, après la saison où il a fait ses 3 matchs de saison et ses 4 matchs de playoff, il y a eu le lockout, il est reparti en France, à Gravelines, il y est resté parce qu'il a bien senti qu'en NBA, il aurait pas trop son opportunité. Donc une carrière très très brève pour Papsi, qu'on peut pas mettre ailleurs qu'au tier 5. Allez, on enchaîne avec Killian Tilly, qui n'a pas été drafté non plus, qui est en NBA depuis cette saison, là, qui était rookie cette saison 2020-2021, aux Grizzlies, qui a joué 18 matchs, qui a fait un match en tant que titulaire. Bon, après, il a un two-way contract, donc c'est pour ça aussi qu'il n'a pas beaucoup joué. Je pense qu'il aurait pu avoir une vraie place à la draft. Malheureusement, les équipes ont eu peur de le drafter, malgré son talent et malgré ses qualités, parce qu'il a eu beaucoup de blessures à l'université à Gonzaga. Mais voilà, le talent est présent. Il a surtout eu du temps de jeu à Memphis dans des matchs sans enjeu ou du garbage time. N'empêche qu'en fin de saison, il a été titulaire une fois, il a fait un joli match à 16 points, 6 rebonds, à 3 sur 6 à 3 points, donc ça donne envie d'en voir plus quand même, surtout dans ce profil-là, d'ailier fort, de stretch fort, qui est intelligent, qui est adroit, qui est mature, qui a un bon range, qui peut shooter de loin. S'il reste en bonne santé, moi je crois en lui pour la suite de sa carrière NBA, et surtout qu'il a l'air de savoir saisir les opportunités quand on lui donne. Il a les qualités pour être un joueur NBA, un vrai, qui pourrait durer dans un rôle de floor spacer notamment. Maintenant tout ça c'est bien d'avoir réussi à saisir l'opportunité dans un match titulaire ou qui ne compte pas, mais pour l'instant c'est pas assez pour viser plus haut que le tier 5, même si j'espère vraiment que dès la saison prochaine il puisse viser le tier 4 disons, et voir peut-être plus haut pour la suite. Allez, Axel Toupane, qui n'a pas été drafté non plus, qui est arrivé en NBA en 2015, il a commencé à Denver où il a fait 21 matchs. Ensuite, il est allé à Milwaukee où il a fait 2 matchs, aux Pelicans où il a fait seulement 2 matchs. Ensuite, il est resté 2 ans en Europe. Et puis ensuite, il a voulu retenter cette saison sa chance en NBA, donc il est allé en G-League. Il a été très bon, donc big up pour tout le travail qu'il a fait et cette volonté, cette abnégation. Il a tourné à 18,8 rebonds en G-League, donc c'est assez fort. Et les Bucks l'ont vite rappelé parce qu'ils se sont rendus compte avec les performances qu'il a faites en G-League qu'il avait un vrai profil NBA. Voilà, il est un joueur athlétique qui est solide,
solide, qui est rapide en transition, qui peut mettre quelques triples aussi, qui au final a fait 33 matchs, dont un seul titulaire, 4 de playoff, tous ces matchs de playoff c'était cette saison, et il peut encore augmenter hein, s'il a des matchs en finale. Mais bon, après, voilà, il est arrivé à Milwaukee, et c'est très difficile de lui trouver du temps de jeu, dans une équipe qui joue le titre. Il n'y a pas trop de place pour Axel Toupane, qui n'a pas encore assez prouvé. Maintenant, il pourrait devenir un nouveau Français bagué, il gagnait un titre, si Milwaukee allait au bout, et rien que ça, ce serait bien. Pour l'instant, je vais pas pouvoir le mettre plus haut que le tier 5, parce qu'il n'a pas assez montré en NBA, mais j'ai quand même confiance en lui, encore une fois, je le répète, grâce à ses qualités, grâce à son profil. Si peut-être il va dans une équipe qui lui fait plus confiance et qui va moins jouer le titre que Milwaukee, qui pourrait lui donner des opportunités, à lui d'arriver à les saisir, et peut-être qu'il peut se faire une saison ou deux supplémentaires en NBA, où il peut vraiment montrer de vraies choses, parce que je suis assez persuadé que les qualités, il les a. Ronny Turiaf, un 37e choix de draft, qui a eu une longue carrière en NBA, hein, quand même, de 2005 à 2015, qui est passé par les Lakers, les Warriors, les Knicks, les Wizards, le Heat, les Clippers et les Timberwolves. Ça fait un total de 473 matchs, pour 105 titularisations et 47 présences en playoff, ce qui fait quand même un joli total. Il a été champion 2012 avec le Heat, et ce qui est important à savoir, c'est que cette année du titre, quand même, à Miami, même s'il n'avait pas non plus un rôle énorme, parce qu'il y avait une vraie absence au poste 5 dans cette team de Miami, il a été titulaire pendant 7 matchs lors des playoffs. Donc vraiment, c'est intéressant, et ça montre que son rôle c'était pas n'importe quoi. C'était un energizer de ouf, qui apparemment était un vrai plaisir à coacher, donc c'était notamment le roi des danses sur le banc et des remuages de serviettes. C'était aussi le copain des stars, hein, parce qu'en carrière, mine de rien, il a joué avec, je dis pas de bêtises, mais Kobe, LeBron Wade, Curry, Chris Paul, Carmelo Anthony. Le mec, il a joué avec tout le Banana Boat. Puis apparemment, ils étaient très proches, c'était très copains avec Kobe. Donc il a joué avec beaucoup de stars. Et c'était un peu le mec, le gorille, le garde du corps, quoi. Et il a une sacrée expérience en NBA. Ça se voit pas trop dans les stats, mais je trouve qu'il avait toujours une vraie utilité. Parce que en tant qu'energizer, il donnait ses tripes, il prenait des rebonds, il défendait. Et s'il a fait 10 ans en NBA, c'est pas par hasard. Tout le monde kiffait l'avoir sur son banc, que ce soit pour la cohésion du groupe, que ce soit pour l'énergie. C'était contagieux l'énergie qu'il donnait, et ça apportait vraiment un coup de boost à tous ses coéquipiers quand il rentrait sur le terrain, parce qu'il s'est toujours battu. Et vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie, d'autant plus qu'il faut se rappeler que moi, il a un parcours qui me touche particulièrement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais juste après sa draft, il a appris qu'il avait une malformation cardiaque, il a subi une opération à cœur ouvert, il a manqué 1 an, et je pense que c'est aussi dû à ça, son caractère. Il s'est toujours battu sur un terrain comme si chacun de ses matchs était le dernier, et je trouve que c'est très appréciable. Donc j'aime beaucoup ce joueur, j'ai beaucoup de respect pour sa carrière. Donc après, malgré son titre en 2012, je pense que c'est un peu trop léger pour le tier 2, parce que c'était quand même vraiment un rôle d'energizer qui n'était pas au niveau du rôle de tous ceux qu'on a mis au tier 2, mais un tier 3 pour Ronny Turiaf, vu tout ce qu'il a apporté dans des équipes qui jouaient beaucoup de choses, et tous les matchs de playoff qu'il a joué, ça me semble honorable. Allez, on finit avec le dernier joueur pour la journée, le 35e qui arrive dans l'ordre alphabétique, Guerschon Yabusele, qui a été drafté avec le 16e choix, qui a joué en NBA que aux Celtics de 2017 à 2019, qui a fait 74 matchs dans l'ensemble de sa carrière, qui a été seulement 5 fois titulaire, mais qui a quand même joué 16 matchs de playoff, qui était un joueur de bout de rotation, hein, quand même. Ça donne envie de valider son expérience en playoff, quand même, parce que ce que je disais, 16 matchs en 2 saisons, c'est pas mal. Il a fait 12 matchs avec les 6 en 2018, et il a eu un petit peu de temps de jeu, il a eu quelques miettes dans ce parcours jusqu'en finale de conférence. Après, quand je dis quelques miettes, c'est vraiment des miettes, hein, c'était genre 3-4 minutes de moyenne par match, donc c'est vraiment pas ouf. Après, je trouve que son côté tanké, qui peut tout déménager en mode petit taureau, était appréciable, d'autant plus qu'il pouvait mettre quelques shoots de loin, et ça, c'était quand même assez utile. Malheureusement, je pense que pour pouvoir durer en NBA, il manquait un peu de taille. Il devait faire 2,03 m, quelque chose comme ça. Et à mon avis, il n'a pas eu trop de temps de jeu, à cause de ça. Je pense qu'il était vraiment trop petit pour être au poste 5, mais trop lent pour être un poste 4 en NBA. Et se situer entre 2 postes, c'est jamais bon dans la grande ligue. Et à mon avis, ça lui a coûté une plus longue carrière, parce que sinon, il avait de vraies qualités. Maintenant, en plus de ça, il a fait ses 2 ans à Boston, dans une équipe de Boston qui jouait pas mal de choses, avec une grosse concurrence, dans une équipe avec des ambitions. Donc un peu compliqué pour lui. Il est reparti à Lasvel depuis, et je pense qu'il s'épanouit plus. Maintenant, avec ce qu'il a montré, c'est quand même dur de viser plus haut que le tier 5, même si, avec son expérience en playoff, il fait partie des meilleurs joueurs, à mon sens, de ce tier 5.
Petite conclusion quand même, parce que moi ce que je trouve dans ce qu'on a vu et qui est assez intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on voit que on a eu des carrières diverses pour ces 35 Français en NBA, et que c'est pas forcément une question de talent. C'est aussi une question d'opportunité, de temps de jeu, de blessures, de situation, de contexte. Est-ce que tu vas avoir la confiance de ton entraîneur dans une équipe qui joue beaucoup, qui a de grosses ambitions, quand toi, tu n'as pas encore beaucoup prouvé. Donc c'est aussi une question de timing, et je trouve que ça montre, ce tableau-là, qu'une carrière NBA, ça tient au peu de choses. Peut-être que des gars qui sont au tier 5 auraient pu monter au tier 2, qui sait, dans d'autres circonstances, que ce soit la santé, que ce soit l'équipe dans laquelle ils sont tombés, que ce soit la confiance et les coachs qu'ils ont eu. Mine de rien, je veux faire un big up à ces 35 joueurs français. Au final, tous, même un William Howard qui n'a joué que 2 matchs, un Papsi qui n'a joué que 3 matchs de saison régulière et 4 matchs de playoff. Big up pour tout ce travail qu'ils ont fourni pour jouer un jour en NBA. Quoi qu'il arrive, ils ont réussi à accomplir le rêve de tout basketteur, je crois. Si je dois faire un classement, et si ça vous plaît, on peut finir la vidéo de là-dessus. Si ça vous plaît, je dis numéro 1 Tony Parker, numéro 2 Rudy Gobert, numéro 3 Joakim Noah, numéro 4 Boris Dio, numéro 5 Nicolas Batum. Bien entendu, si on ne prend que en compte le temps passé en NBA et pas forcément les sélections FIBA et les sélections en équipe de France. Alors ça vous a plu? Vous êtes d'accord avec ce ranking un peu? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je veux que vous me mettiez une note sur 35 pour évaluer tout ça. À chaque désaccord, je perds un point. Faites-le, ça m'intéresse. Sinon, je vois qu'il y en a beaucoup qui réclament des sujets ces derniers temps. Pour ça, encore une fois, le mieux c'est d'être sur Twitch. Tous les mercredis matins, je vous fais voter pour choisir de quoi on parle, alors ne manquez pas ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui regardent le best-of à sa sortie, là, le mercredi matin, rendez-vous tout de suite, à 11h30 en fait. Puis avant de vous quitter, faut absolument que je vous parle des Six Men aussi. Malheureusement, en ce moment, je n'arrive vraiment pas à trouver le temps de faire du My League, mais j'essaye, je vous promets. Le mieux serait peut-être de pouvoir mixer ça avec Twitch, avec une carte d'acquisition, mais là je vous cache pas, avec tout le matos que j'ai acheté dernièrement, je n'ai juste pas les moyens, pas en ce moment en tout cas. Du coup je suis désolé pour ça, et ça se peut qu'on attende un peu encore, et pourtant croyez-moi, je fais mon max. Et puis allez, tant qu'on y est, si vous kiffez mon t-shirt d'Evan Fournier qui va très bien avec le sujet aujourd'hui et que je trouve méga cool, il faut remercier Derby Ball. Vu qu'apparemment vous êtes très nombreux à kiffer leur t-shirt là qu'ils m'ont donné, ils vous offrent 10% de réduction sur tout leur site avec le code promo le 6e homme. Go checker ça, en description je mettrai toutes les infos. Puis peut-être que si vous êtes nombreux à profiter de l'offre, je pourrais me la commander ma carte d'acquisition pour les Six Men, qui sait. Puis pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Je vous préviens, tous ceux qui ne le feront pas, je ferai en sorte que tous les matins vous ayez ça juste sous la fenêtre de votre chambre. Et oui, cocorico, en même temps c'est pas désagréable après une vidéo sur les Français, non? Et enfin, pour le soutien ultime, vous le savez, c'est sur Tipeee que ça se passe. Et là encore, je vous le cache pas, avec l'arrivée de l'été qui arrive, qui est tout le temps la pire période de l'année, j'ai besoin de vous la mif. Et d'ailleurs, gros big up et gros merci à tous ceux qui sont déjà là tous les mois. À très vite.